Sauf que, à l'intérieur, ce n'est pas du tout cloisonné. Il n'y a pas un système droit et un système gauche. Il n'y a pas vraiment une démarcation nette et précise, du moins pour l'instant, entre les différents étages. Et le deuxième grand chapitre de l'évolution du cœur pendant la période d'embryogenèse, il s'appelle, tiens, quelle surprise, cloisonnement du cœur. Cloisonnement du cœur, c'est quelque chose qui va nous faire partir de la masse, entre guillemets, qui n'est pas du tout informe, qui a déjà son étage atrial, son étage ventriculaire, ses connexions veineuses d'arrivée et artérielles de départ, mais où la continuité circulatoire n'est pas la bonne, n'est pas encore la bonne. Eh bien, c'est le cloisonnement cardiaque, l'évolution, la formation de cloisons à l'intérieur de la lumière du tube cardiaque primitif replié sur lui-même, qui va aboutir à séparer un étage atrial et un étage ventriculaire. Ça s'appellera cloisonnement atrio-ventriculaire, et on va dire que pour nous, en termes d'embryologie, ça sera la division d'un canal primitif qui s'appelle le canal atrio-ventriculaire. Que deuxièmement, une fois que les deux étages atrial et ventriculaire pourront être considérés comme séparés, il faudra qu'à l'étage atrial, il y ait un côté droit qui se distingue du gauche. Il y aura donc un cloisonnement atrial. Et enfin que, pour finir, à l'étage ventriculaire et à l'étage des gros vaisseaux de la base, alors que pour l'instant on a quelque chose en continuité mais pas de vraie séparation établie, il faudra qu'il y ait un cloisonnement à la fois entre les deux ventricules pour aboutir à un ventricule droit et un ventricule gauche, et il faudra aussi qu'il y ait des modifications de la région des vaisseaux des arcs aortiques pour aboutir à dégager ce qui n'existe pas encore même de loin dans notre histoire. Un infundibulum aortique qui va aller vers une aorte et un infundibulum pulmonaire qui va aller vers une artère pulmonaire. Tout ça s'aboutit à ce que le cloisonnement du cœur se fait étape par étape, au moins étape théorique par étape théorique, et va amener à séparer un étage atrial d'un étage ventriculaire, une oreillette droite d'une oreillette gauche, un ventricule droit d'un ventricule gauche et un infundibulum artériel pulmonaire d'un infundibulum aortique. Si vous connaissez l'anatomie, j'ai juste pris les étages et les cloisons qui existent dans le cœur normal. C'est le plan. Alors, la difficulté pratique, c'est que ces différents mécanismes ne se font pas l'un après l'autre. Il n'y a pas un système de billets qui fait que quand le cloisonnement atrio-ventriculaire est fini, le cloisonnement atrial commence, etc. Mais que ces différentes étapes se superposent un tout petit peu dans le temps. Mais en gros, ce qu'on va dire, c'est que ce ne sont pas des mécanismes tardifs au cours de l'évolution du cœur, ça ne se passe pas à la fin de la période fœtale, ça se passe pendant la période d'embryogenèse. Et la période clé de cette histoire, c'est 5e, 6e, éventuellement 7e semaine du développement. Donc, c'est un cloisonnement précoce. Comment peut-on le résumer? Eh bien, on peut le résumer en disant que si on fait maintenant une coupe du cœur et non pas une vue générale du cœur, on sait que le résultat définitif va être quelque chose qu'on peut schématiser comme ceci, confère peut-être pas les cours d'anatomie parce qu'anatomiquement ça doit être un peu imparfait, mais au moins les cours de physiologie de base pour vous montrer que le cœur a 4 cavités. La situation telle qu'on l'a laissée avec un atrium primitif, un ventricule primitif, un conotroncus, n'a pas grand-chose à voir avec la situation précédente, puisque la continuité circulatoire qui existe, même si le tube cardiaque s'est plié sur lui-même, on peut la résumer en disant que le sang, il arrive par les vaisseaux veineux du sinus veineux, il passe dans l'atrium primitif ici, puis il passe dans le ventricule primitif, puis dans le conotroncus et dans les aortes ventrales. Tiens, la continuité du cœur, c'est pas du tout, il y a deux systèmes en parallèle l'un de l'autre, il y a un cœur gauche, un cœur droit, il n'y a pas atrium gauche, ventricule gauche, aorte, atrium droit, ventricule droit, artère pulmonaire. Le cloisonnement, rien qu'en regardant ça, on va dire que c'est forcément quelque chose de complexe. Ce cloisonnement complexe, il repose sur des bourrelets endocardiques qui en sont l'élément principal. Je n'ai pas dit exclusif, mais qui en sont l'élément principal. Et à ce cloisonnement par des bourrelets endocardiques, il faut que vous sachiez qu'on associe depuis déjà une vingtaine ou une trentaine d'années le fait qu'il y a une colonisation de certains territoires du cœur par des cellules issues des crêtes neurales.
de telle façon que certains troubles du cloisonnement cardiaque sont sans doute liés à une pathologie des crêtes neurales et rentrent dans le cadre de ces affections qu'on appelle les neurocristopathies, un nom un petit peu compliqué, mais qui traduit le fait que ce n'est pas simplement au niveau du cœur, ce n'est pas sans interférence avec le reste que se produit le cloisonnement. Alors, allons-y et disons que tous les livres d'embryologie possèdent des schémas de ce style qui vous montrent étape par étape comment, sur les coupes, on passe d'une situation où on a l'impression que tout communique avec tout à quelque chose où un cœur droit et un cœur gauche sont constitués avec un étage atrial, un étage ventriculaire, à gauche comme à droite. Ça se fait parce que, premièrement, assez rapidement, l'oreillette primitive ici, en haut, qui au début communique avec le ventricule primitif ici, égale futur ventricule gauche, tandis que le futur ventricule gauche communique avec le conotroncus ici, eh bien, ce tube cardiaque primitif est cloisonné et que le cloisonnement porte premièrement sur la limite entre atrium et la suite, ici, par des bourrelets endocardiques qui vont venir former à la partie centrale du cœur définitif ce qu'on appelle le squelette fibreux, en fait, l'ensemble des appareils valvulaires, mitral, tricuspide, aortique et artériel pulmonaire. Pardon. Le cloisonnement se fait par des bourgeons endocardiques et pour ce qui concerne la partie purement atrio-ventriculaire, j'étais un peu trop loin dans ma description, pour ce qui concerne la partie atrio-ventriculaire, des bourrelets endocardiques viennent cloisonner la partie moyenne ici du cœur et aboutissent à la formation, pour le cloisonnement atrio-ventriculaire, il n'y a que ça, il n'y a pas plus, des appareils valvulaires tricuspidiens et mitral, la partie moyenne du cœur. L'artère pulmonaire et l'aorte, c'est évidemment autre chose. Donc, je me suis laissé un petit peu emporter par l'envie d'avoir terminé le cours avant de l'avoir fait. Donc, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Mais bon. Alors, faisons dans l'ordre et expliquons-nous. Il va y avoir des cloisonnements à différents niveaux. Mais vous avez compris qu'au début, il y a un décalage, puisque le sang de l'oreillette primitive va seulement dans le ventricule gauche. Et qu'à la fin, le sang des deux oreillettes doit aller à la fois vers le ventricule gauche pour ce qui correspond à la future oreillette gauche et vers le ventricule droit pour aller vers le futur ventricule droit, oreillette droite, ventricule droit. Pendant les mécanismes de cloisonnement du cœur, il faut que la forme du cœur, la forme des cloisonnements, la forme des mécanismes impliqués dans ces cloisonnements rétablisse ou établisse deux continuités qui n'existent pas encore. Cette première concordance, la première, celle qui est représentée ici, c'est la concordance atrio-ventriculaire. Il faut, au niveau du cœur primitif, et on ne peut pas comprendre l'embryogenèse cardiaque si on n'a pas cette notion en tête, il faut que, premièrement, il se forme bien sûr une séparation entre l'étage atrial et l'étage ventriculaire, mais il faut aussi que cette séparation aboutisse à ce que la partie droite de l'oreillette primitive se trouve en relation en face, si vous voulez, du futur ventricule correspondant, et pareil pour l'autre côté. Et ça, c'est ce qui s'appelle l'établissement d'une concordance atrio-ventriculaire. Grâce à des mécanismes qu'on appelle des mécanismes de convergence, il se crée, au cours du cloisonnement cardiaque, une concordance atrio-ventriculaire. Je vais peut-être changer de micro parce que j'espère que celui-là fonctionnera mieux, peut-être. Il se crée une concordance atrio-ventriculaire qui fait que l'oreillette primitive ne répondra plus simplement au ventricule primitif, futur ventricule gauche, mais rentrera en connexion à la fois avec le futur ventricule gauche, mais aussi avec le futur ventricule droit. Alors, cette concordance, elle est souvent imaginée comme un déplacement des structures. Là encore, le déplacement, ce n'est pas une pression de quelque chose qui glisse, mais c'est une déformation de l'ensemble des structures qui aboutit à rééquilibrer les structures, à les mettre en gros en face les unes des autres. Au passage aussi, dans ce schéma-ci, on l'a dit tout à l'heure, le ventricule primitif, il est en relation avec la partie basse du conotroncus et pas avec les deux vaisseaux artériels, pulmonaires et aortiques qui n'existent pas d'ailleurs. Il faudra là aussi qu'il y ait une deuxième concordance qui s'établisse à la suite du développement, qui sera une concordance ventriculo-artérielle.
le cloisonnement du cœur aboutit à la constitution, à une séparation d'un étage atrial et d'un étage ventriculaire, aboutit à la séparation à l'étage atrial de deux oreillettes droite et gauche, à l'étage ventriculaire de deux ventricules droit et gauche, au niveau du troncus, à la séparation de deux infundibulums aortiques et artériels pulmonaires, mais tout ceci se fait avec établissement des connexions adaptées, appropriées pour donner le cœur définitif, ce qui implique que des mécanismes de convergence permettent l'établissement, premièrement, d'une concordance atrioventriculaire, sous-entendu les oreillettes et les ventricules homologues sont en regard les uns des autres, et deuxièmement d'une concordance ventriculo-artérielle, sous-entendu les ventricules sont en regard des vaisseaux homologues, soit aortiques, soit artériels pulmonaires. Cet établissement de concordance entre l'étage atrial et l'étage ventriculaire d'une part, entre l'étage ventriculaire et l'étage artériel d'autre part, n'existe pas du tout dans le cœur primitif après la formation de la boucle bulbo-ventriculaire. C'est donc quelque chose qui s'établit à la suite des différents mouvements. Alors, on va les résumer très rapidement en disant que la division du canal atrioventriculaire, elle est relativement simple. Elle commence par des bourrelets endocardiques, donc par une prolifération de la zone des angioblastes qu'on a définie précédemment, qui, sur la partie ici, qui forme l'anneau, le sillon atrioventriculaire, dont on avait parlé tout à l'heure au moment de la segmentation du tube cardiaque, à l'intérieur, il possède un anneau entouré d'endocarde, un endocarde qu'il faut imaginer sur tous les côtés, qui va proliférer au niveau de 4 endroits, ventral, dorsal, gauche et droite, pour former des bourrelets endocardiques. Ces bourrelets vont se développer, le dorsal et le ventral vont fusionner l'un avec l'autre et aboutir, étape par étape. Alors, il y a plein de schémas d'embryologie qui le montrent. Là encore, si ça vous amuse, c'est absolument passionnant de le suivre et d'aller les regarder. Mais enfin, il faut passer un certain temps pour y comprendre quelque chose et se repérer dans l'espace et voir comment les choses se passent. Enfin, ce qu'on voit en gros, c'est que là où il y avait un canal primitif comme ceci, au niveau de la région qu'on appelle au début le canal atrioventriculaire qui sépare l'atrium du ventricule primitif, on voit des bourrelets, des cloisons comme ceci qui se développent et qui finissent par former un relief qui, dans certains endroits, communique, laisse persister une communication ou à d'autres niveaux, fusionnent les uns avec les autres. Ici, pour les bourrelets endocardiques dans le territoire atrioventriculaire, eh bien, il se crée d'un côté un orifice atrioventriculaire gauche, de l'autre un orifice atrioventriculaire droit. Quelle surprise! Bon, tout ça pour en arriver là, oui, sauf que ce n'est pas aussi simple effectivement à conceptualiser si on ne prend pas un petit peu de temps à le faire progresser. Et évidemment, cette formation-là, la belle affaire, si on avait ici un orifice atrioventriculaire gauche et un orifice atrioventriculaire droit, et que tout ça débouchait seulement dans le ventricule primitif. Ça nous arrangerait qu'à moitié, à dire vrai. Au passage, il y a certaines malformations congénitales qui aboutissent à ça. Ça ne marche pas à tous les coups. Mais normalement, en même temps que se forme ce cloisonnement atrioventriculaire avec fusion des bourrelets endocardiques dorsal et ventral et donc constitution d'un anneau endocardique droit et d'un anneau endocardique gauche, dont j'espère que je n'ai pas besoin de passer une demi-heure pour vous dire que ça va donner les structures conjonctives des valves mitrales et tricuspides, eh bien, bien sûr, en même temps que se forment ces éléments, le déplacement du canal atrioventriculaire, c'est-à-dire l'évolution de la forme liée au mécanisme de croissance, permet l'établissement d'une concordance atrioventriculaire, c'est-à-dire que la partie gauche, ici de la région atrioventriculaire, va être en regard du futur ventricule gauche et que la partie droite va plutôt être en regard de ce qu'il y a de ce côté-ci, c'est-à-dire de la partie basse du conotroncus et du futur ventricule droit. C'est ça la première concordance.